demandé si on n'était pas un tout petit peu à la périphérie du cycle domal, parce que d'abord l'humaine, c'est une entité supérieure dont on se demande un petit peu si c'est pas une banque. Alors en fait... qui est donc le grand peuple qui a créé des portes par lesquelles effectivement l'humanité et les autres races ont pu traverser l'espace. Voilà, en fait c'est un réseau qui a été mis en place 100 000 ans avant que l'homme essaime dans les étoiles. Et l'humanité s'est retrouvée avec comme ça un leg, donc des milliers de portes comme ça, ouvrant sur d'autres systèmes célèbres. Donc c'est ça, tous mes space opéras, tous mes romans, donc une trentaine de romans qui relèvent de cet univers-là, existent grâce à ces portes-là. C'est-à-dire que c'est l'humaine, c'est l'exploration d'une de ces planètes, tout bêtement, mise à disposition de ce qu'on appelle les vanques par défaut, hein, parce que c'est une race qui est censée, enfin une espèce qui est censée avoir disparu il y a 100 000 ans en laissant ces mystérieux artefacts. Des artefacts qui ne se laissent pas étudier, puisque si on commence à les étudier, ils se désactivent et à ce moment-là, on est coupé du reste du réseau à jamais, c'est embêtant. Donc voilà, donc on sait comment elle marche, il suffit de passer à l'intérieur avec une certaine vitesse et ça nous amène à la destination toujours la même. Si on traverse toujours la même vitesse, on aboutit toujours au large de la même planète. Et donc il y a comme ça à peu près 20 000 mondes qui ont été découverts grâce à ce système-là. Donc les humains se sont installés là pour des milliers d'années, avec deux autres espèces, les Chiles et les Hodkin, et ils doivent composer avec. Alors, les religions sont adaptées, une bonne partie d'entre elles considèrent qu'il n'y a plus d'univers extérieur et qu'il n'y en a jamais eu. L'homme est né sur Omal, et Omal existe de toute éternité, il n'y a pas d'univers extérieur, le monde est plat, parce que c'est un monde qui a une telle dimension que la courbure de l'horizon ne peut être distinguée qu'avec des instruments de mesure, donc à l'œil nu, il est totalement plat et infini. C'est un monde qui est censé être infiniment plat. Les humains sont arrivés, les Chiles et les Hodkin un peu après. Comme c'est une histoire de l'humanité sur cet artefact d'Omal, cet artefact gigantesque, c'est une histoire de l'humanité d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il y a des... Donc je prends exemple sur notre propre histoire, avec des moments où on en sait plus que d'autres, et on peut régresser, tout à fait. Dans le champ de la connaissance, on peut régresser. Au début, les hommes savaient d'où ils venaient, et puis ils ont oublié, ou ils ont simplement, parce qu'on est dans un monde qui est tellement gigantesque, que les hommes, en s'éparpillant, ont perdu cette mémoire, en fait. C'est l'histoire à marche forcée, un peu. Il faut avancer dans l'intrigue, et je ne peux pas rester 30 pages pour détailler un point particulier, sinon c'est trop chiant. Les nouvelles vont me permettre de détailler un point, alors ça peut être la religion, ça peut être tel point psychologique ou la sexualité d'une des espèces, enfin, un point qui permet de rentrer dans la psychologie alien, en particulier la psychologie de nos deux espèces. L'humain n'est pas une vanque, c'est une espèce qui a probablement utilisé le même réseau que les humains avant que les humains utilisent ce réseau. Le réseau était déjà ouvert et il était probablement utilisé par cette espèce-là, en fait, de machines vivantes, on va dire, qui sont des sortes de machines vivantes. Donc des IA qui ont fini par s'incorporer dans des vaisseaux ou des artefacts en tout cas. Et donc voilà. Et donc cette IA extraterrestre, cette intelligence, cette entité extraterrestre qui utilisait donc, ce réseau a été bannie par ses pairs et s'est retrouvée échouée sur cette planète. Et elle a été oubliée et l'espèce en question a disparu ou a migré, enfin on n'en sait rien. Mais elle est restée et les humains sont arrivés par-dessus. Donc c'est cette espèce qui a colonisé tardivement ce réseau. Ces vents qui ont peut-être disparu. En fait on n'en sait rien. Donc ils ont peut-être installé ce système et puis ils ont disparu, ou alors ils surveillent ça de loin. En fait vous n'en savez rien. Voilà, donc c'est peut-être. Il y a plein d'hypothèses qui traînent. Donc je les égrène un peu au fur et à mesure des bouquins. Où voilà, pour certains, c'est une expérience, comme une expérience scientifique, de mettre une sorte de grand zoo galactique comme ça.
Donc on a cette sorte de grand zoo, et puis on regarde ce qui se passe, et puis peut-être qu'il va émerger une espèce qui va aller synthétiser tout. Non, et puis même, ce que tu disais aussi, la finalité, enfin, le pas dire ne serait pas une ouais. finalité non plus. Donc, l'intérêt, c'est de, pas forcément, c'est de montrer les hypothèses. Ouais. Mais c'est au cœur de la science-fiction. La science-fiction, c'est la littérature du « et si ». Et si il se passait quelque chose de surnaturel, et si les nazis avaient gagné la guerre, et si les hommes découvraient un moteur qui lui permettait d'aller conquérir les étoiles. Voilà. On est dans le « et si », et c'est les hypothèses qui comptent. Et c'est le jeu d'hypothèses. C'est pas l'hypothèse seule elle-même, c'est tout ce qui va découler logiquement de ça. Et de confronter deux hypothèses qui peuvent se contredire. Je dis ça souvent en fait pour déterminer quel type de science-fiction je fais par rapport à Star Wars par exemple. Star Wars, pour donner une référence que tout le monde connaît, c'est une science-fiction qui a très peu de véracité scientifique. Et quand elle essaye d'en donner, d'ailleurs ça ne marche pas. Les médichlorians ou je sais plus quoi, ça a choqué les fans parce que justement ça tentait de donner une justification scientifique dans un univers où les justifications scientifiques n'ont pas lieu d'être parce qu'on est dans un espace esthétique où les lasers, où il y a des épées laser, où les vaisseaux font du V dans l'espace, et on s'en fiche. Parce qu'on sait très bien qu'on est dans un espace qui est largement métaphorique en fait. Et où la métaphore l'emporte sur le niveau de réel, le niveau de réalisme. Et en fait, ce qu'on gagne en réalisme, on le perd en force métaphorique et vice-versa. C'est des vases communicants. Et c'est pour ça que Star Wars, la force de Star Wars, elle est justement dans ces archétypes, dans la force métaphorique justement, qui lui permet d'avoir des princes, des princesses dans un univers avec des vaisseaux. Ce qui n'a pas de sens. Je veux dire, voilà, Star Wars, c'est vraiment, on est aux frontières de la fantaisie. Voilà, il y a une planète, c'est comme un château fort ou un pays dans la cour de roi Arthur. C'est vraiment ça. Et à partir du moment où on a accepté ça, on accepte que les vaisseaux puissent s'envoler avec la force, grâce à la force, ce genre de choses. Et ce mélange-là, c'est la force de Star Wars, elle est là, c'est d'arriver à mélanger une esthétique de SF des années 30, des années 1930, c'est l'esthétique des pulps américains, et puis un contenu complètement métaphorique, voire métaphysique.